Hello, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, toujours sous le soleil du Nord-Pas-de-Calais, donc c'est impeccable et j'ai toujours l'impression d'être mal cadrée. À chaque fois, je vais vous faire le coup. Voilà, pas de changement vraiment par rapport à la dernière fois. Je viens de trouver une agrafe qui se balade toute seule. Donc pas trop de changements, hein, je vous ai dit, hein, je ne sais pas encore si je mettrai 2 vidéos par semaine ou une par semaine. En tout cas, merci aux gens qui se sont abonnés dernièrement, parce que je vois que ça apparaît sur ma boîte mail, un tel ou une telle s'est abonné, donc je les remercie, ça fait plaisir. Et à ceux qui sont toujours fidèles, hein, qui sont toujours fidèles au poste, et voilà. Et tous ceux qui regardent, même s'ils ne mettent pas de like, mais qui regardent quand même, enfin, je vous remercie, ça fait toujours plaisir, parce que là, c'est pas une grosse chaîne, mais moi, ça me fait plaisir de faire ça, et voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver et discuter lecture, et voilà, et j'espère que le contenu vous intéresse et que vous pouvez y trouver des idées de lecture ou avoir envie de discuter de ce que vous avez lu dernièrement. Alors moi, en ce moment, je suis sur un des derniers romans édités par M+ Édition. Alors, toujours les reflets. Mais de ce côté-là, il y aura peut-être un peu moins de reflets. Alors, c'est Souviens-toi de Sarah de Comment, je ne sais pas comment on prononce, Page Comment. Donc c'est aux éditions M+. Donc là en fait on va suivre, c'est une éditrice, Jeanne, qui reçoit un manuscrit où une jeune femme, Sarah, raconte son histoire. Elle est née en 1950, mais elle débute son manuscrit à partir de 1965. Je ne l'ai pas fini, il me reste une petite centaine de pages à lire. Hier soir, d'ailleurs, je me suis couchée plus tard parce que je voulais vraiment avancer dessus, surtout que la nuit d'avant, je n'avais pas pu lire, donc ça m'avait manqué de ne pas avancer. Euh, j'ai eu juste une petite longueur je trouvais une petite longueur au tout début du roman, mais c'est vraiment le seul moment. Et après, j'étais vraiment prise dans le récit de Sarah, parce qu'en plus, l'éditrice au début ne sait pas si c'est elle ne sait pas qui lui a envoyé le manuscrit, il est anonyme. Alors, est-ce que cette Sarah a vraiment existé? Est-ce que c'est elle qui a envoyé le manuscrit? Est-ce que ce sont des histoires inventées? Parce que, en plus, ce qui est frustrant, c'est que Diane et d'autres personnes, et au fur et à mesure, on va rencontrer d'autres personnages, ils vont tous lire le manuscrit. Sauf que nous, on n'a que des morceaux à chaque fois de manuscrit. On va tout avoir, mais il faut lire tout le livre. Donc, c'est frustrant parce qu'on ne sait pas tout ce qui lui est arrivé. Et eux, ils parlent de choses qui sont arrivées à Sarah, et nous, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment très prenant. Alors j'ai vu que c'était écrit par 2 auteurs, c'était un 4 mains. Du coup, je me pose la question de savoir qui sont les 2 auteurs qui ont écrit ce roman. Je ne sais pas si ce sont des auteurs qui ont déjà publié chez M+. J'ai un petit doute sur l'auteur, sur un des auteurs, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai lu qu'un seul de ses livres. J'ai un doute sur une autre auteure, mais n'ayant pas lu ses livres, je ne suis pas sûre non plus. Donc je ne sais pas trop, donc le mystère plane un petit peu. Parce qu'on on sent pas, je veux dire, y a pas de, on n'est pas dérangé dans la lecture par des changements de style, mais on sent bien que par moments c'est pas pareil, ça insuffle plus de dynamisme justement au récit et c'est hyper prenant. Et puis il y a une galerie de personnages, des personnages vraiment sympathiques. Il y en a qui sont complètement haïssables, mais et puis c'est voilà, donc il y a tout ce mystère parce que Jeanne va aller enquêter pour savoir si elle peut publier le manuscrit, donc il faut qu'elle retrouve qui a envoyé pour avoir la permission de le publier et surtout savoir si c'est vrai parce que apparemment il s'est passé des choses mais horribles dans ce que raconte Sarah. Elle a subi des choses horribles, mais elle a fait aussi des choses horribles. C'est tout ce qu'on sait. Donc voilà, on sait petit à petit au tout début de la lecture. Hein, après ça avance. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est une petite perle ce roman. Vraiment, je suis bien prise dedans. J'adore. Voilà, il y a un moment j'étais prise dans l'histoire de Sarah et d'un seul coup on se retrouve avec Jan et ceux qui enquêtent voilà sur Sarah. Et en fait j'étais encore dans l'histoire de Sarah. Moi j'arrivais pas à me remettre dans notre époque actuelle avec l'enquête de Jan. J'étais avec Sarah. Et plus loin par contre je me suis retrouvée mais à avoir la respiration, enfin, je crois, à retenir ma respiration parce que Diane se met dans une situation très compliquée, effectivement, parce que quand on farfouille dans le passé, c'est pas toujours très bon. Et je me suis dit, enfin voilà, j'étais en plein suspense, donc franchement, pour l'instant, c'est. Bon, je vous ferai un update lecture en plus détaillé, mais très très bon, une très bonne surprise. On ne sait jamais quand. Il y a des romans, on se dit, ah, le résumé, là, je sens que
ça va beaucoup me plaire. Là, je me suis dit, ça a l'air bien. Il va y avoir une enquête, il va y avoir des mystères. Mais je m'attendais quand même pas à trouver ça. Et voilà, je trouve ça. En plus, l'écriture est originale. Je pense que c'est dû au fait aussi que ce soit écrit par deux personnes différentes. Donc c'est. Non, c'est vraiment. Parce qu'il y a un moment dans le manuscrit de Sarah, il y a un truc qui m'avait un petit peu perturbée. Mais en fait, on a l'explication après. Ah ouais, je comprends. Donc voilà. Du coup, j'ai des petites interrogations aussi sur Sarah. Enfin bref, voilà, je peux pas m'empêcher de m'imaginer des choses. Après, est-ce que c'est vrai, pas vrai, ça, bon, je le saurai à la fin. J'espère le finir ce soir. Donc sinon, bah, pour le reste, là, pour l'instant, j'ai pas reçu, j'ai pas encore eu le temps de passer chercher les livres, comment au relais pick-up. Donc voilà, donc on va pouvoir passer à l'update lecture. Je vous l'avais déjà dit, mais je suis membre du jury du prix du meilleur polar 2023 des éditions Point. Donc pour l'instant, j'ai reçu 4 livres, je n'en ai lu qu'un seul. Je vous avais montré ma PL, enfin ma palle de l'été la dernière fois, voilà, j'ai beaucoup de... Et dedans, j'avais même pas mis dans ma palle de l'été, je me rends compte que j'avais pas mis les 3 qui me restent à lire pour les éditions Point. Et normalement, on doit encore en recevoir 2. Donc voilà, donc je vais avoir du boulot cet été. Moi, c'est bien, ça me fait plaisir. Hein, donc, c'est super. Donc voilà, le premier que j'ai lu donc pour le prix du meilleur polar 2023, c'est Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant. Alors c'est de Young Yehan, je crois on prononce, parce que c'est noté comment on prononce les noms à la fin du livre. Ils reprennent d'ailleurs à la fin du livre les différents personnages, qui est avec qui fait quoi. Ce qui est pas plus mal, quoi, parce que c'est pas évident. Ce livre était sorti en grand format chez Matin Calme et le titre m'a toujours. Je me suis dit un jour, il faudrait que je le lise parce que le titre est tellement étrange et bizarre, carnet d'un nécromant, quoi. En fait, alors il s'appelle. Je vais devoir regarder les noms des personnages hein, parce que déjà des fois j'ai du mal à retenir les noms, mais alors là c'est les noms coréens, c'est pas la peine. Donc c'est Nam Han-yoon. Donc c'est ce qu'on appelle un nécromant. Donc apparemment c'est des gens qui exercent vraiment en Corée du Sud. Leur spécialité c'est de servir en quelque sorte de chaman et d'aider les gens quand ils sont bloqués sur une situation. Pas forcément à discuter avec leur mort, hein, mais quand ils sont bloqués sur une situation, que ce soit amoureuse, financière, pour les affaires, enfin pour tout. Ils font souvent appel voilà, à des nécromans, des chamans, plutôt l'équivalent de chaman. Parce que nous, nécromants, on imagine plutôt quelqu'un qui discute avec les morts. Donc lui, c'est un... Alors il parle de lui déjà à la première personne, pas tout le temps, hein, par moments on entend la voix d'autres personnages. Donc c'est un charlatan, hein, vous vous doutez bien que là on est dans un policier mais réaliste, il n'y a pas de fantastique. Donc vous doutez bien que c'est un charlatan très doué puisqu'il est entouré... alors c'est adapté, ça a été adapté en série. Ça devait être adapté, je crois, cette année d'ailleurs, en 2022, en série. Il a été adapté en série TV. Alors par contre, je ne sais pas si ça a été adapté en Corée, aux États-Unis. Les Américains, ils aiment bien aussi reprendre voilà, les romans et les adapter en série. Je ne sais pas du tout. C'est clair que là, il n'y a qu'un tome qui est sorti. Est-ce qu'il y a un autre volume qui est sorti en Corée? Je ne sais pas. En France, en tout cas, on n'a que celui-ci. L'affaire est résolue à la fin, mais effectivement, c'est carnet d'enquête, donc il peut y en avoir plein. Ouais, donc ce personnage, il est entouré de son acolyte qui a un gros bras, quoi, voilà, qui est plus sur le terrain, qui est quelqu'un de très gentil, hein, mais qui est aussi très impressionnant. Et quand il faut jouer des biceps et des bras, c'est lui qui y va. Il a d'ailleurs une petite équipe des fois qui l'aide sur le terrain. Et il a surtout une jeune sœur qui est une véritable hackeuse de génie. Donc en fait, grâce à tout ça, à l'enquête de terrain et au fait que sa sœur soit une hackeuse, avant de recevoir, parce que les clients prennent des rendez-vous avec lui, hein, il a déjà une certaine notoriété. Hein. Donc ils enquêtent avant sur la personne. Ils font plein d'enquêtes, mais tout, ils épluchent tout, hein, je veux dire, jusqu'à ce qu'ils jettent dans les poubelles pour retrouver, pour en savoir le plus possible. Alors évidemment, les gens arrivent et là, le nécromant, il leur sort des trucs, mais comment vous savez ça, maître, parce qu'il faut l'appeler maître, mais comment vous savez ça, comment? Évidemment, parce qu'en fait, derrière, il a complètement enquêté sur les gens, mais voilà. Et il va se retrouver mêlé à une enquête. On va suivre aussi des policiers, dont une femme qui s'inquiète un petit peu. Donc la place de la femme, d'ailleurs, Young Yeon, c'est une autrice, hein, c'est pas un homme, c'est une femme.
On retrouve, voilà, la place des femmes est assez importante, hein, que ce soit du côté méchant ou côté gentil d'ailleurs. Et elles sont souvent plus intelligentes que les hommes d'ailleurs, un peu plus fut-fut, plus bon. Et, euh, et il va se retrouver, voilà, et cette policière est un peu est tracassée par la disparition d'une jeune fille. Tout le monde s'en fiche, tout le monde pense qu'elle a fugué, mais elle est tracassée par cette disparition. Et évidemment, lui, en même temps, je vais encore devoir... beau gosse, hein. On va l'appeler beau gosse, ça va être plus simple, parce que lui-même se fait appeler beau gosse. Parce qu'il aime l'argent, hein, donc il est allé jusqu'en Italie se faire un costume sur mesure, il s'achète que des vêtements italiens, enfin voilà. Voilà, il est assez tape à l'œil. Mais bon, il est tellement, des fois, à côté de ses pompes, à la masse, et je veux dire, sans son ami et sa sœur, il serait un petit peu paumé. Puis il surjoue tellement la comédie, et les gens rentrent... mais rentrent complètement dans, enfin, se font avoir que, en même temps, c'est un peu jubilatoire, c'est rigolo, quoi. Alors, peut-être qu'à d'autres personnes, ça plaira pas, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Puis de temps en temps, je veux dire, il se ramasse quand même un peu la figure, quoi. Donc, ça lui remet un petit peu les choses au point. Et voilà, donc il va se retrouver. C'est une de ses clientes qui va l'appeler parce qu'elle a des soucis, tout ça, avec son fils. Elle a l'impression qu'il y a un spectre chez elle. Donc voilà, les deux enquêtes en fait vont se réunir, vont se croiser. On va se retrouver avec des grands pontes, avec la mafia locale. Euh, on aborde aussi des sujets, notamment, c'est vrai que les Japonais sont connus pour ça, mais les Coréens aussi. C'est-à-dire que la réussite scolaire, évidemment, on a toujours envie que ses enfants réussissent, hein, mais c'est très mis en avant. Il y a quasiment que ça qui compte et il y a une grosse pression sur les élèves, sur les étudiants, les lycéens et collégiens, hein. C'est vrai que ça, des fois, ça mène même jusqu'au suicide. Donc on parle, bon, il n'y aura pas de trucs comme ça dans ce livre, hein, mais on parle de cette pression, on parle voilà, aussi du harcèlement à l'école. Donc voilà, il y a d'autres sujets qui sont abordés, du trafic de femmes, de prostitution. On parle aussi vous avez peut-être vu ces jeunes groupes de K-pop, on appelle ça. Ce sont des jeunes groupes, filles ou garçons, qui chantent tous ensemble, un peu comme nous, on avait nos boys band ou girls band. Sauf qu'en Corée, c'est très compliqué parce que déjà, il faut être sélectionné. Sur le nombre de personnes sélectionnées, très peu vont vraiment intégrer un groupe, un K-pop, dont être connus. Il faut savoir que quand ils sont... c'est très mal vu par leur famille. Pour la famille, mais c'est une déchéance que leurs enfants aillent là-dedans, sauf si bien sûr ils réussissent. Mais comme il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, bah, c'est compliqué. Il faut savoir que quand ils sont embauchés, enfin quand ils sont sélectionnés, je crois qu'ils y restent au moins 3 ans, et pendant 3 ans, ils ne doivent voir personne. Ils n'ont même pas le droit de voir leur famille, c'est-à-dire H24, 7 jours sur 7. Ils ne bouffent voilà, que de l'entraînement, que pour intégrer un K-pop, enfin voilà, mais c'est terrible, quoi. Et en plus, à côté de ça, bah, ils les prennent très jeunes, donc ils ne suivent pas d'études. Donc s'ils ratent ça, derrière, ils ressortent. Bon, vous me direz, ils sont jeunes, ils ont 3 ans, ils peuvent encore reprendre des études, mais ils ressortent sans formation, sans travail, sans études, sans rien. Donc voilà, c'est quand même... alors, c'est vrai que les girls band, les boys band, en Occident, c'est vrai qu'ils sont utilisés aussi, on le sait, mais certains ont su bien gérer leur carrière quand même, et il n'y a pas cette... Ils avaient quand même le droit d'avoir une vie, même si des fois ça devait être très discret, ils avaient quand même le droit d'avoir une vie privée. On ne les empêchait pas de voir leurs parents. Là, moi, j'ai déjà vu des petits reportages où on montre, ils ont une pression phénoménale en Corée, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas grossir. Ils montraient une jeune chanteuse de K-pop. En fait, il l'a montrée en train de manger. Donc, en fait, elle reste mince. Elle mange de tout, elle mange bien, mais elle reste mince. Sauf que le reportage, par derrière, c'était pas du tout comme ça. C'était pour donner cette image. Mais en fait, cette fille derrière, c'est limite si elle n'était pas affamée, quoi. Voilà, parce qu'il faut garder la ligne. Enfin, ils sont limite maigres, même quand on les voit, c'est un peu... voilà. Donc, il y a tout ça qui est abordé. Il y a beaucoup d'humour. Alors, par contre, des fois, l'humour, on ne le capte pas toujours. D'une part parce qu'évidemment il y a une différence de civilisation, d'autre part des fois l'auteur fait des références, bon après si c'est des références au roman policier américain, il y a des notes de l'auteur,
Mais j'ai bien aimé, mais j'avoue, et il y a un groupe Facebook hein, où on peut discuter de nos lectures hein, pour le prix du meilleur polar. Et on a tous été un peu bloqués par effectivement ces noms en coréen. Le fait qu'il y a souvent des notes de bas de page qui sont pas de l'auteur mais qui sont de l'éditeur et pour vous dire bah oui tel truc c'est tel quartier de Séoul, c'est tel quartier branché, c'est des fois répété plusieurs fois et ça coupe dans la lecture et du coup moi j'ai pas ressenti énormément de fluidité dans ce roman. J'étais un petit peu bloquée par moment. Alors c'est dommage hein, parce que je pense qu'il vaut le coup d'être lu. Et je pense que s'il y a une suite, enfin pas une suite, mais un tome 2 qui sort, je le lirai. Mais c'est clair que c'est pas. Alors moi, la littérature asiatique, j'en ai lu il y a très longtemps, mais c'était Ishiguro ou Ogawa, et il faut savoir que tous les deux, en fait, ils mettent une touche de fantastique pour parler de faits de société, donc il n'y avait pas énorme. Alors, ça pouvait être très abstrait, très compliqué, mais plus dans un sens psychologique, mais il n'y avait pas énormément de noms coréens, parce que des fois on se perd un petit peu dans les noms aussi. Il y a beaucoup de personnages. Et dans les livres que j'ai lus, moi, il n'y avait pas énormément de personnages, énormément de noms, donc c'était beaucoup plus simple à retenir. Peut-être aussi que j'avais une plus grande facilité de lecture à l'époque, moins de fatigue, je ne sais pas. Donc j'ai lu, voilà, donc ça n'a pas été... Donc ouais, c'est un bon livre, mais oui, j'ai pas été la seule à le dire, on a été plusieurs à se dire que oui, effectivement, c'est pas facile de rentrer dedans et voilà, et d'avoir une fluidité dans la lecture. Donc c'est bon, le seul bémol que je mettrais sur ce roman. Voilà. Ensuite, je suis plus repartie vers de la littérature en e-book. Hein. Pas de la littérature, enfin c'est différent. J'essaie désespérément de vous rallumer ma liseuse. Alors j'ai lu aussi entre-temps un manuscrit pour les éditions Scrénéo. Bon, évidemment, je ne vais pas vous en parler, hein, mais voilà, j'ai lu ça aussi. Sinon, je vous avais parlé, j'ai essayé de vous... Ouais, non, je vais pas voir la photo, malheureusement. Je vous en avais un petit peu parlé lors la précédente vidéo. Le tome 3 de Eclipse, Soulèvement de Julie Bognaud. Donc Eclipse, en fait, on suit... au tome 1, on suit une jeune fille, Amy, qui vit avec son père, ils s'en vont. Elle n'a pas connu sa mère. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé à sa mère d'ailleurs. Si je me souviens bien, hein, parce que il y a un tome qui est sorti tous les ans, donc c'est vrai que ça remonte un petit peu. Elle va au Japon, il lui arrive un accident un peu bizarre, bon, un petit peu, une chose un peu étrange. Et en fait, elle va rencontrer d'autres personnes au Japon. Et elle se rend compte qu'elle est un loup-garou en fait. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce premier tome, c'est que voilà, il y a une véritable mise en place des différents personnages, que ça se passe au Japon, parce que les loups-garous au Japon, c'est quand même pas super courant. Mais c'est bien fait, ça fait pas bizarre, ça fait pas décalé, c'est au contraire, ça apporte déjà que ça se passe au Japon, c'est un petit peu voilà, c'est pas si souvent que ça qu'on a des romans qui se passent au Japon, sauf quand vous lisez de la littérature asiatique, mais bon là c'est pas le cas. Donc c'était sympa. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi tout de suite, et qu'on retrouve dans les deux autres volumes, c'est que donc, ils ont la capacité de se transformer en loup-garou, mais ils sont en plus accompagnés d'un loup. Donc en fait, il y a un moment, ils doivent trouver leur loup. C'est ce qui manque à Amy d'ailleurs, elle n'a pas sa louve avec elle. C'est un peu comme une extension d'eux-mêmes en fait, ce loup. C'est-à-dire que si quelqu'un tue leur loup, eux ils meurent aussi. Si par contre on les tue eux, leur loup, il reste vivant, mais il retourne à l'état sauvage. Il est plus capable de penser parce qu'il communique par télépathie. Voilà, ils pensent comme ils sont capables de penser, ils sont intelligents, ils aident leur maître. Voilà, enfin c'est même plus une relation de maître. Au fur et à mesure en plus des tomes, c'est même plus une relation de maître c'est pas des chiens, mais à accompagnant, quoi. C'est vraiment une relation à part qui se développe. D'ailleurs, dans le troisième tome, ce que j'ai bien aimé, c'est que ces loups vont prendre de plus en plus de décisions, vont même prendre des décisions indépendamment de leur, voilà, du loup-garou, de l'humain qui les accompagne, et ça, c'est super. Donc, alors heureusement, il y a un rappel à chaque fois des personnages, des loups qui les accompagnent, parce que plus on avance dans le récit, plus il y a de personnages, notamment dans le tome 2, dans le tome 3, il y a aussi des gens qui sont tués.
malheureusement. J'avoue que moi, sur le tome 2, il y a le tome 3, je me suis un peu plus méfiée. Sur le tome 2, il y a une mort à laquelle je ne m'attendais pas et ça m'avait quand même marqué. Mais bon, ça prouve qu'on s'est attaché au personnage, hein, tout simplement. Et donc en plus, ces loups-garous, enfin ces humains loups-garous, en plus d'avoir un loup, pour certains d'entre eux, ils ont des facultés supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, ils peuvent lire dans l'esprit des autres, ils peuvent manipuler les autres, ils peuvent manipuler le feu, la glace, la terre, les vents, ils peuvent communiquer avec les morts. Enfin, le panel est vraiment très très large. Et dans le tome 2, Amy, donc elle va rencontrer un jeune homme, hein, Glenn, donc bon, il y aura une romance, mais pour ceux qui ne sont pas fans de romance, elle ne prend pas toute la place. Voilà, on sait qu'ils s'aiment. Il y a pas des. C'est pas comme Twilight où vous avez un peu je t'aime, moi non plus. Non, je peux pas t'aimer parce que je suis un vampire, toi t'es pas. Voilà. Là, pour le coup, ils sont tous les deux loups-garous, ils sont égaux. Donc voilà, il n'y a pas. Il peut y avoir des disputes, mais c'est vrai que dans le tome 2, en fait, on assiste à une véritable odyssée. C'est-à-dire qu'ils vont traverser le monde, la meute d'Amy, pour trouver des réponses à leurs questions, pour que Amy trouve sa louve, pour qu'elle trouve sa mère aussi, enfin ce qui est arrivé à sa mère. Donc voilà, donc on va les suivre à travers plusieurs pays. Ils vont rencontrer d'autres meutes. Donc voilà, donc c'est super, c'est un peu sous forme d'odyssée. Et effectivement, du coup, par moments, c'est un petit peu tendu, hein. Il y a des passages qui se passent pas bien d'une meute à l'autre. Ils savent bien qu'ils sont poursuivis par quelqu'un qui leur veut du mal. Et puis c'est dur, et voilà, ils sont là, ils traversent les pays sans rien, sans. Donc les conditions sont très dures, et donc ça, des fois ça clash entre eux, mais on voit même Amy et Glenn se poser beaucoup de questions sur eux. Est-ce qu'on est capable notamment d'être chef? Est-ce qu'on mérite d'être chef? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? On retrouve un peu, voilà, dans le tome 3 aussi, cette idée. Ok, on nous a nommé chef, mais est-ce que, voilà, derrière, il faut prendre les bonnes décisions, il faut pas se tromper. Et dans le tome 3, là, pour le coup, on va assister à pas mal de. Donc les différentes meutes de Amy et Glenn vont se séparer. Et ils vont partir à la recherche de leur ennemi. Bien sûr, il va y avoir plein d'embûches sur leur chemin, donc il y a beaucoup de combats. Et enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable progression dans la plume de l'auteur, ce que j'ai beaucoup aimé. Et on est vraiment pris dedans, c'est-à-dire qu'on est avec les personnages, quand ils combattent, on combat à leur côté. Quand il y en a un qui se fait tuer, enfin voilà, on est, ça c'est dur. Quand il y en a un qui utilise ses capacités, enfin c'est très visuel en même temps parce que vous imaginez, enfin ça donne des choses quand même, ouais, visuellement parlant, quand vous les imaginez, enfin c'est assez grandiose quoi. Ce serait en film ou en série, il faudrait quand même déjà des effets spéciaux. C'est super bien fait, et voilà, on est au cœur de tout ça. Et il y a toujours cette réflexion, effectivement, puisque la meute en plus est divisée, donc il y a plusieurs sous-chefs, pour dire les choses simplement. Donc est-ce que chacun se dit, est-ce que je suis capable de? Est-ce que je prends les bonnes décisions là? Si j'intègre des nouveaux à cette meute, mais est-ce qu'il n'y a pas des traîtres dedans? Voilà. Et en même temps, on va découvrir davantage sur la famille d'Amy. Et, et en fait, ça peut se terminer. On va dire que voilà, ça peut être une trilogie, mais il se passe quelque chose à la fin qui pourrait relancer sur une nouvelle aventure qui a trait notamment au passé d'Amy, mais aussi à son futur. Donc voilà. Donc c'est vraiment, moi j'ai vraiment aimé parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une progression évidemment dans les aventures, mais aussi dans la façon d'écrire de l'auteur, hein. On sent qu'elle prend de plus en plus d'assurance, parce que c'était ses premiers romans. Voilà, la plume est de plus en plus fluide et agréable. Je vous dis, donc le premier tome, on a vraiment l'installation des personnages. Le deuxième tome, on a une odyssée avec, de nouveaux personnages qui apparaissent, certains qui disparaissent. Amy repart sur les traces de son passé, donc Glenn aussi d'ailleurs. Il n'y a pas que, on va voilà, découvrir parce qu'ils ont tous des familles et leurs familles ont tous été un petit peu éclatées aux quatre vents. Pourquoi? On le saura dans le tome 2. Et puis voilà, le tome 3 est un final où effectivement le but c'est de détruire l'ennemi et de libérer ceux qui en sont prisonniers. Je ne vais pas vous en dire trop non plus pour pas vous spoiler, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture, cette trilogie. Donc à voir après s'il y aura une suite ou pas. Ensuite, je vous en avais un petit peu parlé aussi.
Je ne sais pas si je vais retrouver sur ma liseuse. J'ai lu Marie et Maria, donc c'est de Gillian Cantor, oui c'est ça. Et c'est aux éditions... Pardon, j'ai mal à la gorge à force de parler. Pardon, en plus il fait chaud, donc évidemment ça n'aide pas. Donc ça c'est Gillian Cantor et c'est aux éditions Prélude. Vous en avez peut-être entendu parler sur Instagram et Facebook, tout ça. On en a beaucoup parlé de ce roman. Donc là, vous voyez la tour Eiffel et vous voyez l'ombre voilà, de Marie. En fait, le roman part du postulat de qu'est-ce qui serait passé si Marie Curie était restée en Pologne et avait épousé son premier amour. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Marie Curie. Moi, il y a un film que j'ai vu, alors j'ai pas retrouvé le titre, c'était c'était Isabelle Huppert qui jouait Marie Curie et Charles Berling qui jouait Pierre Curie, qui était bien faite, qui était bien racontée, qui était assez, quand on regarde, vous allez sur internet, vous regardez la biographie, c'était quand même assez fidèle. Moi, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, je sais que où je travaillais avant, il y avait une rue et une école Paul Langevin, je ne connaissais pas ce monsieur. J'ai appris qui c'était en regardant ce film. C'était aussi un scientifique qui aura un rôle important dans la vie de Pierre et surtout de Marie Curie. On le retrouve d'ailleurs dans le roman. Donc là, le postulat de départ, c'est ça. C'est parce que Marie, enfin c'est Maria au départ, hein, puisqu'elle est polonaise, hein, elle a francisé son nom après. Elle était gouvernante dans une... je vous ai dit que c'est... Oui, je vous ai dit en Pologne. Elle est issue d'un milieu pas très aisé, notamment parce que... il faut savoir que moi je ne le savais pas, mais à cette époque-là, donc on est fin 19e, début 20e, à cette époque-là, la Pologne était encore divisée en au moins deux parties. Il y avait une partie qui appartenait à la Russie et l'autre à l'Autriche. La future Marie Curie est née dans la partie russe. Et c'était beaucoup plus compliqué d'être une femme parce que les femmes n'avaient pas le droit de suivre d'enseignement supérieur, n'avaient pas le droit évidemment d'être professeurs. Voilà, elles avaient très peu de droits. Elles en avaient un peu plus dans la partie autrichienne, mais très peu dans la partie russe. Et Marie et ses sœurs, elles sont... Bon, il y en a une qui est décédée. Elles ont un frère aussi, mais on n'en parle pas. L'auteur n'en a pas parlé pour des raisons de fiction, pour ne pas alourdir le récit. Elle n'a pas parlé du frère. Mais on se rend compte que toutes les trois, c'était des têtes, toutes les trois. Enfin, c'était des femmes de science. Il y en a une qui était médecin. Dans la vraie vie, hein. La plus jeune est restée en Pologne. Elle a quand même réussi à être professeure, ce qui était un exploit quand même pour l'époque. Donc là, elles connaissent un destin différent dans la partie Maria, puisque je ne vous ai toujours pas expliqué. En fait, l'auteur part du postulat que voilà, Maria est donc gouvernante chez une famille aisée. Elle et le jeune homme de la famille qui s'appelle Kasmarek, si je prononce bien, Kasmariek. Ça ressemblait à Casimir en français, mais je ne vais pas dire de bêtises. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, sauf qu'évidemment, la famille du jeune homme s'oppose à cette union, puisque Maria est issue d'un milieu pauvre. Et l'auteur part du postulat que qu'est-ce qui serait passé si, pour finir, elle avait quand même épousé cet homme. Alors, c'est super bien fait, parce qu'au départ, on se dit, tout comme ça, elle a bien fait de partir à Paris, hein, parce que franchement, ce qu'il attendait en Pologne, c'est la misère, puisque lui, sa famille le renie, donc il n'a plus d'argent, il n'a rien. Il aimerait, et c'est pareil, c'est un scientifique, donc il ne peut pas vraiment suivre, il est obligé d'enseigner, mais du coup ça l'empêche de suivre des études. Elle ne peut pas non plus. De toute façon, elle est dans la partie russe, donc elle n'a pas le droit, les femmes n'ont même pas le droit d'apprendre. On leur interdit carrément d'apprendre, quoi. Voilà, donc on se dit, et puis en fait l'auteur fait ça bien parce que en fait on se dit les deux vies, il n'y a pas à être jaloux d'une vie ou à se dire ah bah elle a mieux fait de choisir, c'est mieux qu'elle ait choisi cette vie-là plutôt que cette vie-là. Et voilà, en plus bon, elle leur fait connaître des destins différents, mais à peu près à la même époque. Elles auront toutes les deux leurs difficultés. Alors c'est sûr, Marie Curie a gagné 2 fois le prix Nobel. Le prix Nobel de sciences, dont la première fois avec son époux, avec Pierre Curie. Mais Maria, elle, va faire de grandes choses aussi, même si c'est un peu plus dans l'ombre. Elle va notamment créer une école, comment dire, interdite. Elle va rassembler d'autres femmes. Chacune va apporter ses connaissances pour les apprendre à l'autre.
Donc voilà, c'est super intéressant. Elle va plus tard, elle reste très autodidacte, elle apprend tout par elle-même. Elle va d'ailleurs à un moment travailler avec une femme dans un laboratoire, ce qui lui créera des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé auraient pu être soignés notamment par la radiothérapie. Or, la radiothérapie, on sait que les précurseurs, ça a été Pierre et Marie Curie. Voilà, qui... je ne sais pas s'ils ont complètement inventé le concept, mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'il y a eu de grosses avancées là-dessus. Et Pierre et Marie Curie, on sait aussi qu'ils ont eu de gros soucis de sang. Marie Curie est morte de ça, hein, parce qu'ils ont trop approché. On ne savait pas que le radium pouvait causer autant de soucis. Je veux dire, il le touchait. On se dit, c'est même un miracle qu'elle ait vécu quand même jusqu'à 65 ans, je crois, Marie Curie. Pierre Curie, lui, a un destin un peu plus... Si vous avez vu le film, vous savez, mais il avait des douleurs atroces aux jambes. Les médecins pensaient qu'il avait du rhumatisme. En fait, c'était à cause du radium et du polonium. La fille aînée de Marie Curie, qui sera aussi une scientifique, aura aussi des séquelles à cause de ça. Bon, tout ça, ça se savait très peu à l'époque. Mais voilà, on suit... et Marie Curie, c'est un personnage fascinant parce que quelque part, on se dit que sans elle, est-ce que Pierre Curie aurait réussi à être... Bah non, d'ailleurs, en l'occurrence, on voit que non, il n'est pas aussi connu parce qu'il, dans la partie où Marie reste Maria, où elle reste en Pologne, effectivement, il n'est pas aussi connu. Je pense qu'il avait besoin d'elle. Et elle répétera toujours à ses filles, vous pouvez tomber amoureuse, vous marier, mais tomber amoureuse d'un homme qui vous traitera comme votre égal. Et on est quand même au début du XXe siècle, hein, quand elles sont adultes. C'est quand même assez rare et c'est quand même compliqué. Or, Pierre Curie n'a jamais sous-estimé sa femme, quoi. C'est ça qui est incroyable. Au contraire, quand il a su qu'il avait reçu le prix Nobel, il a dit, mais j'ai travaillé avec ma femme. Sinon, je ne sais pas si elle l'aurait eu. Donc voilà, la deuxième fois, par contre, elle l'a eu seule puisque Pierre Curie est décédé. Pardon. Donc voilà, c'est super intéressant parce que le personnage de Marie Curie est incroyable. Donc et savoir qu'elle a eu un autre destin, que dans cet autre destin, elle aurait forcément fait des grandes choses aussi, c'est vraiment super prenant. Voilà. Donc je vous conseille ce roman aussi. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, comme beaucoup d'autres lecteurs. Puis je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. Je remercie encore tous ceux qui me suivent et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!